Saluer au nom de Civitas, dont je suis chef régional. Donc nous avons préparé cette réunion avec mon adjoint Mathieu et nous sommes très heureux de nous réunir aujourd'hui. Je vais d'abord vous proposer de nous lever pour dire une petite prière pour commencer. Non pas que Civitas est un mouvement catholique. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que c'est souhaité. Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Et ne nous laissez pas tomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il. Sainte Geneviève, patronne de Paris, priez pour nous. Merci beaucoup. Je vous invite à vous asseoir. Donc, je suis très heureux de vous accueillir et aussi de recevoir mon ami Olivier Piacentini, qui, malgré un emploi du temps chargé, a pris le temps de venir vous présenter cette conférence sur le thème de la chute de l'Occident mondialisé. Olivier Piacentini est un ami de Civitas. Il a parlé plusieurs fois, peut-être ça de l'un d'entre vous, dont il a entendu à l'université d'été ou la journée du pays réel. Il a une formation en sciences politiques, avec une dominante économique et financière, et par ailleurs, il dirige un cabinet de conseil spécialisé dans l'assistance financière et juridique. C'est donc quelqu'un qui a une connaissance réelle et pratique acquise sur le terrain de la réalité économique de notre pays. Il est l'auteur de plusieurs livres et il attire l'attention depuis plusieurs années sur la dégradation rapide de la situation de la France et du monde occidental dont elle fait partie. Je voudrais cependant terminer par une parole optimiste, si j'ose dire, et je vous citerai mon maître Maurras, qui disait « Le désespoir en politique est une sottise absolue ». Donc ce que nous allons aujourd'hui voir n'est pas fait pour vous désespérer, pour dire on n'y a plus rien à faire, au contraire, c'est fait pour permettre de réagir, mais on ne réagit bien que quand on peut faire un constat, et ce n'est pas les gens au pouvoir qui vont nous aider à faire ce constat, puisqu'ils ont la planche à billets, et ils font apparemment que les choses fonctionnent, mais jusqu'à quand? Et c'est ce que Olivier Piacentini va nous dire, va nous dévoiler. Avant de laisser la parole, juste une remarque pratique. Après notre conférence, nous irons dîner, comme il est convenu, au-dessus, n'est-ce pas, nous montrons. Vous pourrez aussi acheter et faire dédicacer les ouvrages d'Olivier, ainsi que les brochures de Civitas et l'Action familiale scolaire. Et puis vous pourrez, au cours du dîner, échanger avec l'auteur et poser des questions plus précises. Olivier, je te remercie encore une fois de ta présence et je te prie de bien vouloir maintenant nous présenter La Chute. Mais c'est moi qui vous remercie, cher Franck, c'est moi qui vous remercie de m'inviter. Je vous remercie tout particulièrement. Et puis je remercie aussi Mathieu Goyer. Et je remercie beaucoup des jeunes de Civitas d'être venus à la Manif Patriote organisée le 22 octobre, où j'ai vu beaucoup de gens de Civitas, certainement que Mathieu, tu as attiré tout ce monde-là, parce qu'il faut aller au-delà de nos différences et il faut se battre contre notre vrai ennemi. Notre vrai ennemi, ce n'est pas la boutique d'à côté qui n'est pas tout à fait comme nous. Notre vrai ennemi, il est au pouvoir et il nous plonge dans le désarroi, la désespérance, la destruction de notre pays, c'est lui qu'il faut attaquer. J'espère quand même que de cette soirée, eh bien, on va pouvoir voir que la foi dans le Christ, celle d'Olivier Giroud par exemple, peut faire des miracles et des exploits. Et j'espère que l'équipe de France va pouvoir se reposer sur le talent de ce joueur qui est un de nos frères en chrétienté. Alors, ah ben c'est bien, c'est vraiment la chute, même le livre chute. La chute de la phrase, voilà. Alors, on ne peut pas commencer un sujet comme celui-là sans définir l'Occident, parce que c'est un sujet assez sulfureux et mouvant, je dirais, qui même provoque des réactions, parce que dans beaucoup d'esprits, quand on parle Occident, on parle OTAN. Et on parle suggestion aux Américains. Mais moi, ce n'est pas du tout mon propos. Quand je parle d'Occident, je parle de la civilisation qui rassemble un certain nombre de peuples, un certain nombre de pays à laquelle nous appartenons. Alors, c'est quoi l'Occident ? Moi, je me réfère à un texte magnifique de Philippe Nemo, dans un livre qui s'appelle « Qu'est-ce que l'Occident ?» Alors, l'Occident, c'est quoi ? Ce sont les peuples qui ont été modelés tout au long de leur histoire par 5 étapes essentielles qui ont façonné leur personnalité, la personnalité des Occidentaux. C'est quoi ces 5 étapes ? La première, c'est la Grèce antique, son humanisme, sa rationalité,
sa sensibilité, sa quête de savoir. Le deuxième, c'est la Rome antique, et en particulier le droit écrit, le droit romain, premier droit écrit, qui définit et écrit des règles qui s'appliquent à tout le territoire immense de l'Empire et qui fait cohabiter des peuples divers dans de mêmes règles. Et le droit romain donne en fait des droits aux individus parce qu'il définit des règles, il définit la place de chacun dans la société et donc il libère quand même de l'arbitraire, des tyrans, des empereurs fous, etc. Le droit romain, c'est une étape importante dans l'histoire de l'Occident. La troisième étape, c'est celle que nous considérons, nous, ici, comme la plus importante, c'est évidemment le message du Christ. Le christianisme, j'en parle d'un point de vue, non pas religieux, mais d'un point de vue sociologique, je dirais, c'est la religion de la liberté, et qui assoit cette liberté individuelle en responsabilisant les personnes. Le christianisme, c'est l'incarnation, c'est-à-dire que c'est Dieu qui s'est fait homme. Et chaque homme est le réceptacle de Dieu. Le christianisme rend l'homme sacré, la personne. Et le christianisme, c'est le contraire d'une orthopraxie, c'est-à-dire une religion qui s'appuie sur l'application de rites nombreux et contraignants. Le christianisme, c'est le contraire de ça. Et le message du Christ a souvent critiqué cet aspect extrêmement rituel et extrêmement factice, je dirais, du judaïsme des pharisiens, par exemple. Et c'est également le contraire de l'islam. Le Nouveau Testament établit en fait des principes de vie et de moralité généreux à charge de chacun de les appliquer à sa manière selon sa conscience et ses possibilités. Donc c'est une religion qui ouvre vraiment un espace de liberté à la personne. Quatrième étape, réforme grégorienne et la scolastique, saint Thomas d'Aquin. À la chute de l'Empire romain, le christianisme est un petit peu tombé dans un tropisme très mystique. Les réformes des premiers siècles du nouveau millénaire, de l'an 1000, l'ont replacé sur les rails d'une certaine rationalité. Et vous avez des exemples. Le droit canon a par exemple introduit le mariage par consentement mutuel dès le XIe siècle. C'est-à-dire que la femme est considérée comme une personne à l'égal de l'homme et qui doit donner son consentement pour un mariage. Voilà. Et il y a également surtout l'idée que les bonnes actions que l'on va faire vont compenser les péchés que l'on commet. Et donc on n'est plus voué, je dirais, aux foudres de Dieu au moindre péché. On a la possibilité de se rattraper en faisant des bonnes actions, et ça a beaucoup influencé, je dirais, l'évolution des sociétés au Moyen-Âge. Dernière étape, les révolutions libérales et industrielles des XVIIIe et XVIIIe siècles. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. Alors, selon Philippe Nemo, déjà, il y a un premier point, la Russie ne fait pas partie de l'Occident. Pas tout à fait. Parce qu'elle a connu les 3 premières étapes de ces évolutions, mais pas les 2 dernières. Elle est en fait une cousine de l'Occident. Elle l'a bien senti durant des siècles. Car le tsar, avec son immense prestige pourtant à l'international qu'il a toujours eu, s'est souvent senti un petit peu en marge du Gotha européen. On ne savait pas trop si la Russie, dès le Moyen-Âge, était européenne ou orientale. Alors elle était chrétienne, évidemment, et ça détermine une bonne part de son identité, mais elle n'avait pas connu les idéaux de chevalerie, qui étaient très prégnants dans l'Europe médiévale, et l'esprit de courtoisie des cours occidentales. Et le tsar passait déjà pour une forme de tyran, et il y avait des pamphlets sur lui dans tout le monde européen. Donc vous voyez, finalement, rien n'a vraiment changé sous le soleil. Alors, moi, quand je parle de l'Occident, vous savez, j'ai quand même un parti pris, si vous voulez. Je me pose en observateur, mais aussi et surtout en défenseur d'un Occident qui est ma civilisation, qui est la vôtre, qui est la nôtre. La civilisation occidentale, ce n'est pas les intérêts américains, c'est notre mode de vie à nous, partagé par un certain nombre de pays. Et cette civilisation, elle est en grand danger. Et je me défends complètement de faire des jugements de valeur du type « l'Occident a fait beaucoup de mal, c'est bien fait », toutes sortes de commentaires que je vois à chaque fois que je fais des conférences, ça ne manquera pas là aussi. Et alors ça vient de la diversité, mais pas que. Et il y a des gens qui ont l'air de se délecter des déboires de l'Occident, mais ils n'ont pas l'air de voir que le problème, c'est que, comme eux-mêmes vivent en Occident, ben, ils vont subir. Parce que vous voyez, le problème de l'effondrement de l'Occident, c'est pas qu'on va changer les têtes du patron de l'ONU ou de je ne sais quelle institution, c'est que c'est nous qui allons souffrir. C'est nous, dans notre vie quotidienne, qui allons souffrir. Et ça commence. Et hélas, ça risque de s'amplifier dans les semaines et les mois à venir. Parmi les présupposés, je refuse aussi cette forme de résignation qui voudrait que toutes les civilisations sont mortelles, comme l'avait dit Paul Valéry. Et puis finalement, donc, puisque c'est comme ça, les civilisations sont mortelles, ben nous aussi, notre tour arrive, ben, il n'y a rien à faire, il faut s'y résoudre. Moi, je m'y refuse.
car en tant qu'occidental, là encore, je sais que ce ne sera pas anodin. Ce sera notre mode de vie et toute une série de violences, de souffrances, l'insécurité, la misère, la domination par d'autres civilisations. C'est ça qui nous attend et sur notre propre sol. Le déclin de l'Occident, ce sont les peuples qui vont l'endurer. Les élites, elles sauront se recycler, elles se mettront au service des pouvoirs qui, finalement, seront nos dominateurs demain. Et puis surtout, moi, je pense, et je vous le dis très clairement, et je le dis partout très clairement d'ailleurs, où je me produis, pas seulement ici, je pense que l'Occident n'est pas une civilisation comme les autres. C'est la civilisation d'exception, c'est le titre du premier chapitre de mon livre. C'est la civilisation d'exception, et selon moi, elle n'a pas d'égal sur la Terre, elle n'a pas d'égal, elle est à part. Là encore, je vous le dis tout de suite, c'est pas une question raciale qui m'anime, je ne suis pas un suprémaciste blanc, là j'ai pas besoin de me défendre, c'est toute ma vie qui le démontre. Pourquoi la civilisation occidentale, c'est la civilisation d'exception? Eh bien, selon moi, le marqueur de la civilisation occidentale, je risque de vous faire hurler, mais il faut mettre les bonnes définitions sur les bons mots et vous verrez qu'après, ça passera mieux. Parce qu'elle est individualiste. Elle est personnificatrice, si vous voulez. Le Christ s'adressait à la personne, à chacun d'entre nous, pas au groupe. Toutes les autres civilisations ne sont pas individualistes, elles sont holistes, c'est-à-dire qu'elles privilégient le groupe sur l'individu. Elles ne laissent à chacun qu'une marge réduite pour exprimer sa singularité. Là, dans les autres civilisations holistes, la personne est avant tout un rouage du groupe, des tribus, que ce soit dans le monde arabe, dans le monde africain, et du groupe dans le monde chinois. J'explique pourquoi dans le livre, je n'ai pas le temps évidemment de développer, mais c'est des raisons qui remontent aux temps immémoriaux de l'histoire et à la place de l'homme dans la nature, la façon dont il s'est forgé sa personnalité pour survivre dans les premiers temps par rapport, je dirais, à l'environnement naturel dans lequel il évoluait. Vous lirez le livre, je développe beaucoup plus en détail. En Occident, c'est différent. En Occident, c'est la personne qui prime d'abord. Et le groupe se structure et évolue en fonction des individualités. Et c'est Louis Dumont, donc un anthropologue célèbre, qui a mis en lumière cette particularité unique du monde occidental. Mais cette particularité, vous la retrouvez dès les mythes grecs. C'est Icare qui défie le soleil, qui part seul à sa rencontre, au mépris du danger. C'est Ulysse, c'est Prométhée, vous retrouvez tout cela dans le magnifique film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace. Tout ça, c'est encore une fois l'homme occidental qui va au bout de la quête et qui cherche toujours à aller plus loin. Et c'est toujours un individu, quelqu'un d'exceptionnel qui va plus loin, qui va au-delà et qui amène la société à la nouveauté et à l'évolution. Christophe Colomb, est-ce qu'il pouvait vraiment être autre chose qu'un occidental? Alors, je vais vous le dire en tant que personne proche du continent africain, puisque vous savez que mon épouse est africaine. Moi, je vous le dis, connaissant l'Afrique, un Christophe Colomb africain, ça ne peut pas exister, parce que même s'il avait eu l'idée, s'il avait eu l'envie, le groupe l'aurait retenu, on lui aurait dit, le sorcier au fond de la forêt, etc., ça ne va pas. Tout simplement parce que, pour deux raisons. Déjà, on a peur de l'environnement autour, et surtout, on a peur du changement. On a peur de l'évolution, on a peur de bousculer la tradition et la pérennité du corps social, de la tribu, pour l'Afrique, puisqu'on parle de ça. Et en Occident, au contraire, Christophe Colomb a été financé par Isabelle la catholique dans une entreprise qui était plus qu'hasardeuse. Alors, individualisme, je sais que je vous vois froncer les sourcils, mais en fait, l'individualisme, c'est encore une fois le cœur de notre personnalité. Mais c'est un terme aujourd'hui qui est dévoyé, qui est galvaudé. L'individualisme, il s'est renforcé avec le christianisme à l'origine. Et Habermas, qui était athée, lui-même l'a dit, le christianisme est une religion libératrice pour la personne. C'est Habermas, qui était athée, qui a dit ça. Le mot fait hurler, on prête à l'individualisme l'origine de la décadence actuelle. Mais en fait, c'est tout simplement que l'individualisme, au contact de la contre-culture des années 50 et 60, n'est plus l'individualisme. C'est une hérésie de l'individualisme que l'on vit aujourd'hui. On a basculé dans l'égotisme narcissique. Parce que l'individualisme, c'était un mélange de liberté, mais de responsabilité. C'est-à-dire que les individus étaient responsables. Ils connaissaient leurs limites. C'est-à-dire qu'ils savaient l'espace de liberté qui était le leur, et puis il y avait des limites que le groupe imposait,
et il y avait un équilibre. Mais depuis 68, je vous ferai remarquer, il est interdit d'interdire. Il faut jouir sans entrave. Et c'est là qu'on bascule dans l'égotisme narcissique. Donc, c'est-à-dire finalement, il y a toujours la part liberté, mais il n'y a plus la responsabilité en face. On fait ce qu'on veut, tous nos désirs, toutes nos envies sont valables, sont bonnes, et finalement, on doit les faire valider par l'ensemble du groupe. Et c'est les désirs individuels, quels qu'ils soient, qui s'imposent à tout, parce que le volet responsabilité de la personnalité qui était la nôtre s'effondre. C'est à cause de cet individualisme que l'Occident est à ce point créatif. Parce que l'individualisme, si vous voulez, laisse à chacun la possibilité de s'exprimer, de faire suivant ses envies, de faire suivant ce qu'il sent bon pour lui, ce qui lui plaît. Et donc, cet individualisme nous a apporté une créativité occidentale qui est sans pareil. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai fait une conférence ce matin auprès de nos amis d'un parti politique très célèbre et qui m'ont accueilli avec chaleur. Et alors, il y a une dame qui était d'origine indienne qui m'a dit, mais en Inde aussi, on est créatif, etc. J'ai dit, oui, mais il y a des beautés, bien sûr, le Taj Mahal, toutes les civilisations, je n'ai pas dit les autres, c'est des nuls. Mais constatez quand même, vous voyez, l'Italie, c'est un petit bout de terre comme ça. Il y a 40% des œuvres d'art du monde, là. Et 20%, c'est en France. Donc, vous vous rendez compte quand même, le bout de terre que c'est, la France, l'Italie, et puis vous pouvez rajouter l'Espagne, etc. Et ça cumule l'essentiel des œuvres d'art du monde. Prenez la littérature. Quelle autre littérature peut rivaliser avec les littératures occidentales? Aucune. Et dans l'histoire, la philosophie, à tous les niveaux, nous sommes vraiment à un niveau de créativité qui est sans pareil. Et je ne parle même pas évidemment des découvertes scientifiques. En économie, cet esprit individualiste s'illustre par le processus de destruction créatrice du capitalisme. Si un secteur ou une entreprise, un mode de production, une technique devient obsolète, aussi prospère qu'elle soit, aussi intéressante qu'elle soit, mais si elle devient obsolète, on finit par la laisser tomber. Et sur ces ruines s'élève quelque chose de neuf qui produit plus de richesse, plus de prospérité. Alors le contre-exemple de tout ça, vous l'avez sur quelque chose de relativement récent, on va dire. Vous vous rappelez certainement les plus anciens de l'entreprise Kodak, qui était vraiment un fleuron, alors un mastodonte, qui générait des marges extraordinaires. Kodak est l'entreprise qui a inventé la photo numérique. Ils avaient le brevet, ils avaient découvert la photo numérique. Sauf que voilà, la photo numérique, ça ne correspondait pas au personnel de Kodak, puisque la plupart étaient des chimistes qui travaillaient là-dedans. Et donc, plutôt que de se lancer là-dedans, ce qui aurait poussé à virer tout le monde finalement et à changer complètement le personnel, on a mis le truc sous le tapis et on a continué avec la bonne vieille manière d'avant. Mais ça finit comment? Il y a quelqu'un d'autre qui a trouvé la même chose et puis qui a développé, et puis Kodak s'est effondré. Vous voyez, l'exemple de Kodak en économie, c'est malheureusement un petit peu l'exemple de ce que nous sommes en train de vivre à une échelle plus vaste, c'est-à-dire que l'Occident qui a muté n'admet plus l'évolution, essaye de préserver le risque zéro, et finalement c'est ça qui va provoquer, je le pense, un des facteurs qui va provoquer notre effondrement. La science politique est beaucoup plus développée en Occident qu'ailleurs. Est-ce que j'ai besoin de le dire? Est-ce que j'ai besoin de développer? Non. Mais pourquoi? Parce que l'instabilité du corps social, qui est toujours bousculée par l'innovation et la créativité, nécessite une adaptation permanente pour assurer sa continuité et son évolution. Donc, la science politique, on est obligé toujours de se remettre en question par rapport à l'innovation, qui est l'un des marqueurs de la civilisation occidentale. Cet Occident si créatif, qui a été dominateur pendant des siècles, est aujourd'hui aux prises avec une crise à nul autre pareil, une crise inédite. Je le dis, cette crise, elle est inédite. Dans le monde occidental, il y a toujours eu des crises, surtout depuis qu'on a basculé dans le capitalisme. Le capitalisme, c'est les cycles de Schumpeter, il y a forcément toujours une crise qui arrive, ça monte et ça descend, bon, c'est bien connu. Mais là, on est en face de quelque chose de nouveau. Quelque chose qui est beaucoup plus mortifère que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que c'est la première fois, depuis longtemps, depuis des siècles, que des puissances étrangères sont là. Elles sont concurrentes et elles sont prêtes à nous supplanter, à prendre le relais. Elles s'y préparent depuis 20-30 ans, je ne vais pas les citer, la Chine et d'autres, pendant que nous nous enfonçons dans notre propre décadence. C'est la première fois, réfléchissez bien à ça. Il y a encore même 15 ans, la crise des subprimes, aucune grande puissance ne pouvait dire que l'Occident allait s'effondrer, puis ils allaient prendre notre place.
Aujourd'hui, malheureusement, si on s'effondre, ben, le relais sera pris. Et vous savez par qui? Le déclin de l'Occident, il est là, il est bien là. Et d'un point de vue économique, on le voit d'une façon flagrante dans les chiffres. En 1990, l'Occident cumulait 75% du PIB mondial. Donc les 3/4 de la richesse produite dans le monde, c'était les Occidentaux. Vous savez à combien on en est aujourd'hui? 47%. Donc en 30 ans, on a perdu plus d'un tiers. Et je ne vais pas épiloguer, parce que je n'ai pas le temps, sur le PIB marchand, non marchand, etc. En réalité, c'est même en dessous. Et il y a un accent particulier dans cette baisse sur les produits manufacturés, ce qui nous plonge dans une très grande dépendance vis-à-vis des autres puissances, celles qui ont repris les industries dont on ne veut plus, enfin qu'on laisse filer comme ça, allègrement, et sans s'en inquiéter. Ensuite, deuxième marqueur, ça aussi je vous demande d'observer, les plus anciens ne me contrediront pas, vous avez une multiplication des crises et une accélération du rythme des crises. C'est très simple. Il y a eu une grande crise en 29. Bon, il y a eu la guerre mondiale. De 45 à 73, il n'y a pas eu de choc financier, il n'y a pas eu de crise. Pendant 30 ans, l'Occident a évolué positivement en termes économiques. 73, vous avez une première crise, le choc pétrolier. Alors, c'est quoi le choc pétrolier? C'est très simple. On ne maîtrise plus la géostratégie mondiale. Les pays producteurs de pétrole veulent nous envoyer le coup de pied de l'âne. Ils font monter les prix du pétrole et donc ils nous plongent dans le désarroi énergétique. 79 bis respedita, deuxième choc pétrolier. Là, c'est quoi? Ben, c'est le Shah d'Iran, qui était l'allié de l'Occident, qui se fait virer par les islamistes, les ayatollahs, Khomeini, qu'on a d'ailleurs hébergé ici, hein, voilà, toujours aussi clairvoyant. Hein, voilà. Et il y avait des gauchistes, hein, comme Sartre, et qui allaient le visiter quand il était à Nauf-le-Château. Ils allaient voir l'ayatollah Khomeini, cette figure si apaisante. Et alors, il revenait, il disait, mais vous savez, c'est un libérateur. C'est... Ah ben, écoutez, franchement, je pense que si eux avaient été iraniens, je pense que la libération, il aurait vécu au fond d'un cachot. Hein. 1993, nouvelle crise, c'est la queue de comète de la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe. Donc 3 crises qui sont liées à des événements exogènes, des événements géostratégiques. 2000, nous avons une nouvelle crise, c'est l'éclatement de la bulle Internet. Alors là, c'est une crise endogène, c'est-à-dire que c'est là qu'on voit que l'Occident bascule aussi dans l'utopie. C'est la bulle Internet. C'est-à-dire que pendant des années, on a cru qu'Internet allait tout révolutionner, tout balayer, quelques clics, on va faire des milliards, etc. Bon, vous aviez par exemple, à la Bourse de commerce, les fameux jeudis saints, où il y avait des jeunes porteurs de projets qui venaient, alors certains étaient sérieux, d'autres farfelus, d'autres des escrocs. Bon, ben ils venaient réclamer de l'argent pour se faire financer. Et alors, il y en a qui disaient, ben moi j'ai besoin par exemple de 2 millions de francs, à l'époque c'était le franc, bon. Eh ben, les financiers disaient, mais 2 millions de francs, mais ça c'est rien, on va vous en donner 10, 12, 15, voilà. On croyait au rêve d'un système, d'une mutation technologique qui allait tout changer, qui allait vraiment tout balayer, apporter une richesse. Bon, et on a, si vous voulez, oublié les règles premières du financement des entreprises, les règles premières de la logique financière, et tout cet argent ben, a finalement été dilapidé dans des projets complètement farfelus, écroulement de la bourse à ce moment-là. 2007. Nouvelle crise. Donc je vous dis, regardez, entre 1973 et 2007, donc 34 ans, on est à 5 crises. Donc une crise tous les 6 ans. Voilà. Pendant 30 ans, il n'y en a pas eu. Alors là, crise de 2007, c'est, là encore, hein, une espèce d'utopie financière. On croit qu'on peut donner du crédit à tout le monde et ça crée de la richesse. Donc on donne du crédit à des gens qui ne peuvent pas s'acheter leur maison, qui n'ont pas les moyens, mais on balance, et puis après on titrise, et ça devient un cancer qui fait écrouler les marchés financiers, d'autant plus qu'on avait déjà avancé à l'époque sur une spéculation frénétique. Et tout ça s'est écroulé. On pense qu'on peut faire de l'argent avec de l'argent, sans limite. On ne croit plus à la valeur travail, à l'investissement, à l'épargne, à la vraie créativité. On pense qu'on fait de l'argent avec de l'argent et c'est ça qui marche. Et bien finalement, ça s'écroule. 2011, nouvelle crise. Crise des dettes souveraines. Alors la crise des dettes souveraines, alors celle-là, elle est extraordinaire. Elle est due au fait que les États étaient surendettés. Et les titres de dette des États ont été attaqués sur les marchés, ça a fait flamber les taux d'intérêt, et certains pays comme la Grèce se sont retrouvés en faillite. Mais alors qui les a attaqués? Les banques. Pourquoi les États se sont surendettés? Pour sauver le monde de la finance et les banques qui étaient en faillite 4 ans avant. Et pour les remercier, les banques attaquent. En réalité, et alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Goldman Sachs
a attaqué en révélant les magouilles qu'eux-mêmes avaient fait avec Karamanlis, le Premier ministre grec. C'était extraordinaire. Bon, c'est comme ça, c'est vous dire à peu près ce que valent ce genre de personnes. Si on peut se reposer là-dessus. Voilà, no comment. Voilà, donc les États se font piéger, et puis finalement, à travers cette crise, moi j'y ai vu autre chose, si vous voulez, qu'une simple attaque spéculative. Moi j'y ai vu l'avènement de la finance qui n'a plus peur de montrer qu'elle gouverne, qu'elle domine, et qu'elle a fait des États des marionnettes. Moi je l'ai vu comme ça, parce qu'au-delà du problème financier et économique, je pense qu'ils ont voulu montrer, vous voyez, maintenant, c'est nous qui commandons. Vous avez besoin de notre argent, sinon vous êtes en faillite, vous ne pouvez pas vous financer, on va vous mettre au pas. Et qu'est-ce qu'il y a eu derrière cette crise des dettes souveraines? Je vais vous le dire. Ben, vous avez des lois qui ont été pondues, par exemple la directive BRRD. Vous connaissez? BRRD, directive européenne, qui a été ratifiée par les parlements nationaux, en France en 2017, au mois d'août, 2 mois après l'arrivée de notre cher président. C'est une loi qui dit qu'en cas de faillite d'une banque, elle peut déclencher un mécanisme de sauvegarde et puiser dans les comptes des clients pour se renflouer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le monde de la finance peut spéculer comme il veut, faire n'importe quoi. Quand il gagne, il ramasse. Quand il perd, ben c'est nous qui payons. C'est beau, hein? Ben voilà un casino, on aurait envie d'entrer, mais non. Nous, on est du côté de ceux qui payons. Donc la finance mondiale a pris le pouvoir, les États sont devenus ces marionnettes. Donc il y a mutation du capitalisme, qui n'est plus un capitalisme industriel et productiviste, mais un capitalisme spéculatif, assis sur du sable, et qui n'est plus porteur de richesse et d'emploi, qui ne profite qu'à une infime minorité. Mais tout ceci n'est permis finalement, si vous voulez, le monde de la finance, je vais être cynique un peu comme eux, finalement ils ne font que ce qu'ils ont à faire. Ce sont nos États qui nous ont amenés dans ce gouffre, dans cette situation de domination. Tout simplement parce que, à partir des années 80-90, on ne respecte plus les règles de bonne gouvernance, on fait n'importe quoi, on compense la vraie richesse par des expédients monétaires et financiers, et bien finalement on se retrouve les marionnettes du monde de la finance. Alors, ça se matérialise comment tout ça? Ben, c'est simple, hein. Taux d'endettement de la France en 81, arrivé au pouvoir de Mitterrand, 20%. Aujourd'hui, 120%, multiplié par 6. Alors on est les champions, nous, hein, on est les champions de toute catégorie dans l'augmentation de l'endettement. Mais les autres pays ont suivi tous plus ou moins la même tendance, hein, donc c'est encore une fois une tendance de fond de l'Occident, c'est ce que j'expliquais ce matin. On me disait mais l'Occident ça n'existe pas. Ben oui, mais les mêmes problèmes vous les avez partout en Occident et pas ailleurs. Désindustrialisation, surendettement, problème d'identité. Vous avez tous les mêmes problèmes à des degrés divers dans tous les pays occidentaux, mais pas dans les autres. Donc c'est quand même un marqueur de ce qu'est notre civilisation. Un auteur comme Paul Kennedy a alerté sur la situation dès le début des années 90, parce que tout ça, on nous a quand même prévenu, il y avait des gens clairvoyants. On a parlé tout à l'heure de Dinton, qui a contredit la thèse de la fin de l'histoire et le dernier homme de Fukuyama avec son livre « Le choc des civilisations ». Et puis Paul Kennedy, lui, dès les années 90, il alertait sur la situation de l'endettement dans son livre « Naissance et déclin des grandes puissances ». Qu'est-ce qu'il disait? Que toutes les grandes puissances ou les grandes civilisations qui s'effondrent, ben, il y a un point commun, c'est la dette. Elles sont toutes surendettées quand elles arrivent au fond du gouffre. La dette, c'est le marqueur, en fait, de la faiblesse d'une civilisation qui, en fait, joue sur des expédients financiers et monétaires pour cacher sous le tapis toute la poussière, pour, je dirais, c'est un peu la morphine qui éteint les douleurs de grands problèmes, de grandes souffrances, d'une perte de sens, d'une perte de richesse. Et alors il cite l'Empire romain, la République de Venise, le Royaume d'Espagne, la monarchie française, les États généraux, ils ont été convoqués par Louis XVI parce qu'il y avait un problème de dette. On n'arrivait plus à payer la dette, on était surendetté. Voilà. Donc cette dette, ce sont des expédients pour marquer, en vérité, c'est la morphine, c'est la drogue, les soins palliatifs pour éviter que la population ne sente ce qui se passe réellement, c'est-à-dire l'effondrement du pays. D'un point de vue géostratégique, là on a parlé économie, vous le voyez bien, l'Occident ne maîtrise plus du tout la situation mondiale. Il essuie échec sur échec, et ça c'est pas nouveau. Dans les années 50, échec des États-Unis en Corée, guerre d'Algérie, crise de Suez, le Vietnam, l'Iran, on l'a vu, la Somalie, Afghanistan, Irak, Syrie, Mali, partout, la puissance occidentale ne cesse de se débander et de ramasser des gamelles
à chaque fois qu'elle pense intervenir ou qu'elle croit que. Bon. Le marqueur que vous avez aujourd'hui de cette perte de puissance, c'est que le fait que Poutine est attaqué en Ukraine, et finalement, peu importe s'il gagne ou il perd, je dirais. Le fait est qu'il a attaqué. Moi, je pense qu'il y a 15 ans, il n'aurait jamais attaqué. Il n'aurait jamais fait quoi que ce soit parce que l'Occident faisait peur. Aujourd'hui, l'Occident ne fait pas peur. Poutine, c'est pas le fou qu'on nous a décrit sur les plateaux télé au début de la guerre, c'est un joueur d'échecs. Et il a calculé, il s'est dit, l'Occident ne sera pas capable de s'investir comme il le faut pour m'arrêter. Et donc, j'y vais. Et je vous le dis, hein, avant-hier, je fais une petite aparté, hein, j'ai fait une conférence au Cercle des Armées, il y avait Anne-Laure Bonnel, une journaliste de terrain qui passe des semaines et des semaines en Ukraine, qui m'a dit que la situation de l'armée russe n'est pas du tout celle qu'on nous décrit. Sur LCU, par exemple, hein, la chaîne Ukraine, hein, c'est bon. Un membre de ma famille qui travaille à TF1, qui est Web Community Manager de la chaîne, hein, qui me dit, les gens nous appellent LCU. Depuis 10 ans, les pays émergents, pour vous dire un petit peu la situation géostratégique, ils se sont organisés en contre-pouvoir de l'hégémonie occidentale avec le groupe BRIC. BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Ces pays n'ont rien à voir entre eux, il n'y a rien qui les rapproche, et même il y a des pays qui se détestent. L'Inde et la Chine se détestent, ils se haïssent. Mais par contre, ils ont un intérêt en commun. Et cet intérêt, c'est de tailler des croupières à l'Occident. Vers la chute de l'Empire occidental, qui est le premier livre que j'ai écrit, je l'ai écrit en 2016. J'ai fait un chapitre entier là-dessus. Bon voilà, bon, c'est un livre qui m'a valu des sarcasmes à l'époque. J'expliquais que le groupe BRIC allait à terme permettre aux émergents d'échapper à la tutelle occidentale, d'échapper à l'hégémonie occidentale et de se libérer d'éventuelles sanctions et qu'ils pourraient finalement faire ce qu'ils voudraient dans les années à venir sans avoir à craindre l'Occident ou en tout cas en étant capable de résister. Et puis qu'ils seraient également capables de s'investir dans les institutions internationales beaucoup plus. Alors qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Est-ce que c'est pas ce qui se déroule sous nos yeux? Vous savez quel est le pourcentage de la population mondiale qui applique les sanctions occidentales contre la Russie? Le pourcentage de la population mondiale. C'est 15% de la population mondiale qui applique les sanctions contre la Russie. 80%, 85% qui ne les appliquent pas, qui font avec la Russie, comme si de rien n'était, ils font fi des dictats de l'Occident. Et en fait, à travers les sanctions de l'Occident aujourd'hui, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est pas la Russie qui est isolée, c'est l'Occident qui s'isole lui-même. C'est nous qui sommes isolés. Et vous avez vu, par exemple, M. Macron en Afrique, mais les plus anciens se rappellent quand même quand les présidents français allaient en Afrique jusqu'à récemment, mais ils étaient vus comme, enfin ils étaient reçus comme des princes, enfin c'est eux qui donnaient le là et compagnie. Vous avez vu là, on lui fait la poussière sur le costume. Et, il se plaint, ah bah oui vous allez avec la Russie, qu'est-ce que vous faites, etc. Mais tout le monde l'a rembarré finalement, mais sans ménagement, il y a même plus, si vous voulez, on fait même plus semblant. Bon, alors si ça c'est pas le signe que l'Occident décline, et puis je tiens à vous dire également que là aussi, ce que je parlais au niveau des institutions internationales, vous avez par exemple l'Arabie Saoudite qui s'occupe de la commission des droits de l'homme au niveau de la zone océan Indien, etc. Vous voyez, vous avez la Chine aussi qui est responsable de commission des droits de l'homme, commission des affaires industrielles, des télécommunications, enfin de tout ce qui l'intéresse, si vous voulez. Vous voyez, donc aujourd'hui, les pays émergents sont en train de supplanter l'Occident sur tous les terrains, comme je l'avais annoncé dans ce livre, où on s'est beaucoup moqué de moi, mais enfin certainement pas les gens comme vous. Il y avait quand même déjà des gens qui étaient quand même un peu plus conscients de la situation. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Les sanctions, c'est nous qui les subissons. On se sanctionne nous-mêmes. Enfin plutôt, c'est nos élites qui nous sanctionnent à nous, parce que eux, l'électricité, ils vont l'avoir. Hein. Il n'y a pas de souci. Et puis vous savez, l'Indonésie, l'Inde, ils rachètent le pétrole à la pétrole russe, ils nous le revendent avec une marge. Enfin, tout le monde nous tombe, et nous on assiste à ça, puis personne ne fait rien. Alors moi je vais vous dire, une bonne gouvernance, des bons gouvernants qui vraiment pensent à leur pays, ils peuvent faire une erreur. Ils peuvent dire, bon on s'est trompé, les sanctions, etc. Puis ils peuvent reconnaître aujourd'hui, il faut travailler différemment. Mais non, on va au bout du suicide, on va au fond, il faut qu'on rentre dans le mur, et on va y rentrer très prochainement, ne fût-ce que sur les questions énergétiques, vous le savez. Donc l'Occident n'a plus la main mise sur les affaires du monde. Et les plus anciens vont se rappeler de la première guerre du Golfe. Faites la comparaison. Première guerre du Golfe en 91 contre Saddam Hussein. Mais tout le monde a suivi l'Occident, a emboîté le pas, sans rien dire. Même les pays arabes, on voyait bien qu'ils n'étaient pas bien, mais ils suivaient. Parce que l'Occident dominait. Aujourd'hui, terminé, il ne domine plus, il se fait rembarrer de partout. Et puis l'Occident, il est menacé sur son propre territoire depuis une vingtaine d'années, vous le savez, c'est le terrorisme. Et puis c'est aussi le wokisme.
le wokisme qui nous menace culturellement, qui démontre que nous ne sommes plus maîtres, si vous voulez, de notre propre culture, sur notre sol, de notre hégémonie culturelle. On nous crache au visage, on crache sur nos héros, sur nos statues, sur les grandes figures de notre histoire, nos monuments, nos saints, nos églises. On sent que nous sommes acculés. Et nous sommes acculés, moi je ne vais pas mettre dans le même sac toute la diversité, etc., ça n'a rien à voir. Nous sommes acculés parce qu'il y a une élite qui pousse ces gens-là. Parce que moi je vais vous dire quelque chose, je discute avec plein de gens, et beaucoup de gens issus de la diversité, des musulmans et compagnie, eux-mêmes, une bonne partie, ne sont pas d'accord avec ça, n'adhèrent pas à ça. Mais le wokisme a une caisse de résonance qui est donnée depuis l'élite, par les médias, par tout un ensemble de choses, les associations, et qui essaye en fait, tout simplement, même pas de nous gagner à ça, mais de nous taper sur le moral, de nous donner un coup au moral, de nous dire, ben, vous voyez, c'est fini, vous n'êtes plus chez vous, c'est terminé maintenant, votre nation, votre histoire, votre fierté, vous la rembarrez, vous la mettez sous le tapis. Nos propres alliés, puisqu'on a des alliés, il paraît qu'on a des alliés, des super alliés. Je vais vous en citer deux, la Turquie et l'Arabie Saoudite, c'est les grands alliés de l'Occident. Alors, l'Arabie Saoudite, elle fait un petit peu la taquia, hein, c'est-à-dire qu'elle est là, mais elle n'est pas là, mais enfin bon, voilà, elle finance à droite, à gauche, mais enfin, officiellement, elle dit rien. Et puis, il y a la Turquie, ça encore, c'est le plus fort. Alors, la Turquie, au moins, il a un mérite, M. Erdogan, hein, moi je reconnais, hein, c'est un homme d'État, si j'étais turc, peut-être que je voterais pour lui. Vous voyez, mais je ne le suis pas. Je ne le suis pas, vous non plus. Eh bien lui, il annonce directement qu'il veut islamiser l'Europe. Il fait un discours en France auprès de la communauté turque où il leur demande de prendre la citoyenneté pour voter et peser, mais de ne surtout jamais s'assimiler. Ce serait une trahison de l'islam. Donc, M. Erdogan réclame un magistère sur le Kosovo, sur la Bosnie, sur certaines parties de la Bulgarie. Et puis, pendant la guerre en Syrie, eh bien, notre grand allié de l'OTAN, il est dans l'OTAN. Vous voyez, il est avec nous, les Occidentaux, paraît-il. Hein. Mais pendant la guerre en Syrie, ben, il y avait des djihadistes qui passaient la frontière et puis ils se faisaient soigner et réarmer par M. Erdogan lui-même. Voilà, donc ben, voilà, avec des amis comme ça, on n'a plus besoin d'ennemis. C'est formidable, hein, c'est pour vous dire un petit peu, je dirais, la vista de nos dirigeants. Alors on nous dit, Poutine, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi, c'est un dictateur. Et puis il n'aime pas les journalistes. Et puis il fait des guerres. Et alors, pour se parer de Poutine et des sanctions énergétiques, on va s'agenouiller devant Ben Salman, le roi du pétrole, hein, comme l'a fait Macron, parce que c'est vrai que Ben Salman, lui, c'est pas un dictateur. C'est un grand démocrate. Il aime tellement les journalistes, il les coupe en tranches comme ça, ils sont plus nombreux. Vous voyez, et puis il ne fait pas des guerres. Au Yémen, il n'y a pas de guerre. On n'a jamais entendu parler, ça n'existe pas, il y est pour rien. Voilà. En fait, on est prêt à accepter toutes les provocations, les escarmouches d'Erdogan qui a attaqué des bateaux français au large. En fait, on est complètement dépendant de ces gens-là. Prenez le cas, on a donné à Erdogan la garde de 3 millions de réfugiés aux frontières de la Grèce. Mais c'est fou de donner à quelqu'un comme ça, qui s'affirme comme notre ennemi, un moyen de pression pareil, dont il s'est déjà servi. Mais on est fou. On est fou. Et observez, les États-Unis soutiennent depuis des années l'entrée de la Turquie dans l'Europe. Et l'arrivée d'Erdogan n'a rien changé. Hein. Pour eux, tout va bien. Voilà. Et Chirac, en son temps, l'avait fait déjà. On soutenait l'entrée de la Turquie dans l'Europe. Voilà. Alors, l'OTAN, on voit bien à travers ça, ne défend pas les intérêts de la civilisation occidentale. Parce que moi, j'ai toujours dit que, vous savez, je suis patriote, je suis français avant tout, mais nous sommes dans une géopolitique aujourd'hui où nous avons des ennemis déclarés, c'est clair et net, il faut voir les choses comme ça. Bon, donc, nous, les Occidentaux, il faudrait qu'on ait quand même des instruments et des vrais outils qui se redéploient et qui visent nos principaux ennemis, nos vrais ennemis, ceux qui disent qu'ils veulent nous attaquer d'une manière ou d'une autre. La Turquie, je dirais d'un point de vue civilisationnel, immigration et même militaire, et puis également la Chine d'un point de vue économique qui veut vraiment nous renverser. Mais non, on ne le fait pas. On ne le fait pas. On ne le fait pas puisqu'on a la Turquie dans notre propre sein. Donc on a le serpent, on le fait vivre dans notre propre sein. On ne s'attaque qu'à Poutine. C'est-à-dire que l'OTAN, il est resté presque du temps de la Russie soviétique. C'est Poutine, mais pourquoi Poutine? Eh bien, pour une raison, d'abord, Poutine, c'est l'ennemi de l'ordre mondialiste. Il l'a dit, il l'a toujours dit. Il l'a dit, il l'a toujours dit. Il est contre l'ordre mondialiste. Il est pour un monde fait de nations souveraines. Donc, il ne plaît pas à ces gens-là. Et puis, il y a un deuxième facteur, c'est la politique internationale et géostratégique des démocrates,
qui est écrite noir sur blanc dans un livre qui s'appelle Le Grand Échiquier de Brzezinski. Brzezinski qui était le secrétaire d'État de M. Carter et qui écrivait alors qu'il y avait l'Union soviétique. Et il a dit dans ce livre, même si la Russie n'est plus soviétique, ce sera toujours notre adversaire. Parce qu'il occupe un espace trop grand, avec trop de ressources énergétiques, et nous, pour survivre, il va falloir toujours qu'on essaye de l'acculer sur ses bases, de réduire sa zone d'influence. Et les démocrates appliquent ça à la lettre. Et observez bien, Poutine n'attaque que lorsqu'il y a les démocrates. Il avait attaqué en Géorgie en 2008, il y avait Obama, en Crimée en 2014, il y avait Obama, et maintenant, donc en Ukraine, il y a M. Jean Robinet Biden, c'est son nom, hein, il s'appelle Jean Robinet Biden. Je ne veux pas pour moquer de lui, je donne son nom. Bon. Eh bien, 4 ans de Trump, rien, il ne s'est rien passé. Pourtant, on nous expliquait que Poutine était la marionnette de Trump. Trump était la marionnette de Poutine, donc c'est là qu'il aurait dû attaquer. Mais non, il ne s'est rien passé. Et auparavant, même, il y avait les républicains, il y avait Bush, on ne l'aime pas, enfin, il n'y avait pas de velléité russe. C'est quand il y a les démocrates, et je vous invite à voir une vidéo de Jean Robinet Biden dès son arrivée au pouvoir en mars 2021, un grand média américain, je ne sais plus si c'était ABC ou CNN, où il dit tout d'un coup comme ça, Poutine est un assassin, nous allons lui faire payer cher. Il dit ça tout de go. Donc tout de suite, on voit bien qu'il cherche à mettre la pression et à viser la Russie. Et je pense que c'est cette attitude et tout ce qu'il y a derrière, bien entendu, qui ont provoqué cette montée de tension et la guerre. Alors évidemment, c'est Poutine qui a attaqué, hein, c'est personne d'autre. Mais enfin, je pense qu'on n'a rien fait pour éviter cela, bien au contraire. On ne veut pas voir l'islam comme notre ennemi. L'islam radical, je dirais, gouverne un certain nombre de pays musulmans. Et il ne nous aime pas. On le sait. Pas tous les musulmans, bien entendu, encore une fois. Mais la politique d'un certain nombre de pays musulmans est clairement orientée contre nous. Mais nous, on ne veut pas le voir. Parce que notre civilisation, nos gouvernants, ne veulent plus qu'on ait d'ennemis, en part, encore une fois, M. Poutine. L'OTAN ne défend pas une logique civilisationnelle du tout. Il défend les intérêts de la superclasse mondiale et il défend la politique du département d'État américain. L'Occident est un déclin réel et ça commence aujourd'hui à se sentir jusque dans nos vies quotidiennes. C'est-à-dire ce dont je vous parle, la chute finale, le déclin, encore une fois, c'est pas une théorie avec des trucs, on regarde ça, bon, c'est pas un match de foot qu'on va regarder, vous voyez, c'est ce qui se passe. Inflation, pénurie, tout ceci n'est pas dû à la guerre en Ukraine, dans ses fondements. La guerre, c'est un accélérateur, certes, ça n'a pas arrangé les choses, mais tout était là et depuis longtemps. L'élément déclencheur, c'est tout à fait autre chose. Les pénuries ont commencé il y a 2 ans. Pénurie de semi-conducteurs, qui venaient de Taïwan et de Chine, les usines Peugeot ont fermé. On manquait de masques, ça vous le savez, on manquait principe actif du Doliprane, on a commencé à avoir des pénuries il y a 2 ans. Les pénuries énergétiques, ben, j'en ai parlé toujours dans ce même livre, Vers la chute de l'Empire occidental. Alors là, vraiment, j'ai fait rire. Hein. Dans ce livre-là, j'ai annoncé qu'il y aurait des pénuries énergétiques. Et tout ça n'est dû à aucun événement, c'est dû à une tendance de fond. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on perd une part de PIB relatif énorme. Il y a une croissance mondiale de 4,5%, mais c'est les émergents qui créent cette croissance. La croissance de 4,5%, c'est les émergents. Les occidentaux, 0. Qu'est-ce qui se passe? La production énergétique ne suit pas. La demande augmente du fait de l'industrialisation des pays émergents. Et bien forcément, vous avez un phénomène de raréfaction. Il y a aujourd'hui des concurrents pour acheter les produits énergétiques sur le marché des produits énergétiques, des concurrents solvables qu'il n'y avait pas hier. Et ces concurrents solvables s'organisent, parce que regardez le classement des principales compagnies pétrolières, ben, il y a plusieurs compagnies chinoises qui aujourd'hui défient nos compagnies, Total, Royal Dutch, Exxon, tout ce que vous voulez. Donc le problème de la pénurie, le vrai fondement, le cœur, c'est toujours le déclin de l'Occident au niveau de l'économie. Et alors en plus, on se met mal avec la Russie, il faut le faire quand même, hein, ça encore, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, on vous parle de pénurie. Les artisans du bâtiment, je ne sais pas si vous en connaissez, moi j'en ai plein parmi mes clients, mais tous, ils me le disent, tous, ils ont du mal à finir les chantiers, tout simplement parce que les fournitures n'arrivent pas à temps. Ça traîne, ça n'arrive pas, il y a des problèmes de pénurie, des fois ça n'arrive même pas du tout au niveau des matériaux. Alors est-ce que les matériaux, ils viennent d'Ukraine ? Est-ce que la moutarde, c'est la moutarde de Mariupol? Puisqu'il paraît qu'il y a un problème. Moi, je pensais que c'était la moutarde de Dijon. Vous voyez, on m'avait dit c'est de Mariupol, j'en aurais pas acheté. Ben non, il paraît que ça vient de Mariupol maintenant. Voilà. Tout ceci, les pénuries et l'inflation, c'est dû à
quelque chose de très simple et qui va s'accentuer et qui va nous faire très mal dans notre quotidien. C'est la dégradation de nos monnaies. La dégradation de nos monnaies, c'est le quantitative easing, c'est-à-dire le rachat à taux zéro des titres de dette des États. Et ça a commencé en 2013. Le quoi qu'il en coûte, le premier quoi qu'il en coûte, c'est pas Macron. C'est Draghi quand il arrive à la tête de la BCE et il dit il faut sauver l'euro quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, ça veut dire faites de la dette, nous on la rachète, vous ne payez pas d'intérêt, vous êtes tranquille. En fait, vous payez tout avec du faux argent, de la fausse monnaie. Et la fausse monnaie dans l'histoire, c'est toujours le même principe. Vous voyez, l'économie, elle n'a pas muté du jour au lendemain. Les mêmes principes régissent l'économie depuis toujours. Eh bien, quand vous faites de la fausse monnaie, vous avez de l'inflation. Donc les pénuries, c'est quoi? Les pénuries, c'est très simple. Les pénuries, c'est le fait qu'aujourd'hui, nos fournisseurs, puisqu'on est dépendants, ils se posent la question. Vous voyez, il y a 10 ans, ils ne se posaient pas la question. Aujourd'hui, ils se posent la question, mais je vais vendre aux Européens les produits là, avec leur monnaie, là, en papier hygiénique, là. Ben non, je vais peut-être vendre à d'autres qui sont plus sérieux. Voilà. Et aujourd'hui, ils se posent la question, qui ils fournissent en priorité? Eh bien, c'est de moins en moins nous qu'ils fournissent. L'inflation, elle a commencé en septembre 21, donc avant la guerre en Ukraine. Et maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez le taux d'inflation de la Suisse? Non. Eh oui, puisque les médias ne vous en parlent jamais. Eh oui, vous ne pouvez pas savoir. L'inflation de la Suisse aujourd'hui, c'est 3%. Et là, ces derniers mois, il y a même une déflation, c'est-à-dire que les prix baissent. Alors, ça aussi, je ne savais pas. Il y a des dérives de pétrole en Suisse. Il y a du gaz en Suisse. Il y a plein de trucs en Suisse. Non, il n'y a pas d'inflation en Suisse parce qu'eux, ils ne sont pas cons, excusez-moi. Eux, leur gouverneur de la Banque centrale, ils ne fabriquent pas de la fausse monnaie. Eux, leur monnaie, ils la préservent. C'est leur outil, c'est leur survie, leur monnaie. Comme ils sont très dépendants au niveau de fourniture de plein de pays, comme nous d'ailleurs, ils font attention à leur monnaie parce qu'ils savent que leur avenir et leurs approvisionnements, ça dépend de ça. Nous, non. Nous, non. Vous voyez? Et d'ailleurs, observez bien, l'Inde commence à payer le pétrole en roupies, l'Arabie Saoudite accepte. Et maintenant, c'est la Chine qui commence. Pour vous donner un ordre d'idée, là aussi, de l'évolution de la situation, en 2005, les Chinois avaient eu l'idée, ils avaient émis l'idée de payer le pétrole en yuan. À l'époque, il y avait George Bush à la Maison-Blanche. Eh bien, George Bush a dépêché, non pas le secrétaire au Trésor américain, mais Donald Rumsfeld, qui était le secrétaire à la Défense, pour aller voir les Chinois. Sous-entendu, si vous faites ça, on vous canarde, on vous bombarde, on vous met à plat. Et évidemment, ça avait marché. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Parce que les monnaies, que ce soit le dollar et l'euro, sont tellement dégradées que qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas imposer ça aux gens. C'est la perte de notre substance qui s'étale au grand jour. Voilà. Économie, géostratégie, point de vue militaire, nous sommes en perte totale. On le voit bien, en 20 ans, c'est la débandade. Mais tout ça, en fait, vous savez, moi je suis économiste. Mais l'économie, si vous voulez, ce n'est rien d'autre que la traduction chiffrée de ce que les gens ont dans la tête et de comment ils se comportent. L'économie, c'est pas le cœur, même si j'en parle beaucoup, parce que c'est la matière que j'aime par-dessus tout, mais tout le fondement de l'économie, c'est ce que les gens ont dans la tête, c'est la façon dont ils pensent, la façon dont ils travaillent, la façon dont ils vivent. Et le vrai mal, l'économie, c'est le symptôme, la géostratégie, c'est le symptôme. Le vrai mal, il est ailleurs, il est dans les esprits, il est dans les têtes. Pourquoi est-ce que nous avons viré comme ça en si peu de temps? Eh bien, tout simplement parce que l'Occident, aujourd'hui, ne s'aime plus. On a appris aux Occidentaux à ne plus s'aimer eux-mêmes, à ne plus avoir foi en leurs valeurs, à ne plus avoir foi dans leur religion, dans le travail, dans toutes les valeurs qui nous ont fondées. On nous a appris à ne plus aimer ça et à ne plus nous aimer et à trouver que finalement, les autres, c'est aussi bien, pourquoi pas cela, etc. Voilà. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, ça a commencé là. L'Occident a peur de lui-même. Il est épouvanté par les résultats qu'il a provoqués avec, évidemment, les guerres mondiales. Voilà. Alors, la nouvelle foi dans le scientisme, qui avait déjà, plus d'un siècle avant, supplanté le christianisme, le positivisme, tout ça, on pensait que c'était porteur de progrès, puis finalement, on se rend compte que ça nous amène au totalitarisme, à la guerre, etc., deux guerres mondiales. Pas besoin d'épiloguer. Vous connaissez tout ça. Voilà. Donc l'Occident, à ce moment-là, c'est un peu un Dr Jekyll qui se regarde dans le miroir et puis qui se voit en Mr Hyde. Il a peur de lui-même, il ne s'aime plus. Et nos élites n'ont eu de cesse d'accentuer ce malaise, d'enfoncer le clou dans la tête des peuples. Quand l'Occident est identitaire, il vire au nazisme. Quand l'Occident
est universaliste, il colonise. Quand il est industrieux, ben, il pollue. Et quand il est scientiste, eh ben, il fabrique la bombe atomique. Voilà, c'est ce qu'on nous met dans la tête. Tout ce qu'on fait, c'est mal. On dirait qu'on n'a rien apporté au monde. Par exemple, la médecine sur tous les continents, toutes les avancées que nous avons faites, tout ça, ça n'existe pas. Nous faisons du mal, quoi que nous fassions, nous sommes mauvais. En réalité, c'est ça qu'on veut mettre dans la tête des gens. Et ça a été instillé dans la tête des gens à un moment où, c'est vrai, les gens étaient déstabilisés par ces guerres qui ont évidemment perturbé, et il y avait de quoi, hein. Mais on a essayé, non pas de relever les peuples en leur redonnant une fierté et en essayant de les remettre sur les rails d'autre chose, non, on a voulu leur faire baisser la tête. L'Occident doit donc se faire tout petit, rentrer dans ses petits souliers, arrêter de donner des leçons, de coloniser, il doit faire profil bas, et les Occidentaux, qui étaient si fiers d'eux-mêmes, eh ben, ils doivent baisser la tête. Désormais, dès les années 50, la doxa du monde occidental, c'est le mondialisme. L'Occident qui est fatigué de sa longue histoire, l'Occident ne veut plus se vivre comme une civilisation à part entière, et encore moins comme la civilisation d'exception qu'elle est, je vous le dis, et qu'elle a toujours été. L'Occident, en fait, se suicide, elle veut se dissoudre dans le reste du monde. Elle veut disparaître en se fondant dans un monde ouvert et unifié, qu'il aura au final contribué à faire émerger. Au tournant des années 50, vous avez une mise en alignement des planètes, au niveau idéologique. D'un point de vue intellectuel, c'est l'heure de la contre-culture dans le sillage de l'existentialisme et du structuralisme, les Foucault, les Sartre, les Deleuze, les Derrida, etc. On doute de tout. On diabolise toutes nos valeurs. Notre histoire, la famille, la religion, la morale, la nation, l'autorité, le travail, rien ne vaut rien. C'est ce que disent ces fameux auteurs qu'on a sacralisés, qu'on présente un petit peu comme des gourous, des sommités, etc. Voilà quel était leur principe. Et jusqu'à dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, M. Sartre, il sort de chez M. Khomeini, il trouve que c'est un grand libérateur. Il faut demander aux Iraniens ce qu'ils en pensent. Voilà. Et donc, on se débarrasse peu à peu de toutes nos valeurs et de tout ce qui a forgé notre personnalité pendant des siècles. Voilà. Le fameux individualisme occidental dont je vous ai parlé, il vire progressivement à l'égotisme narcissique. On abandonne notre sens de la responsabilité et, je dirais, Pompidou l'a dit à l'Assemblée nationale pendant les événements de mai 68, voilà, aujourd'hui, dans la tête des jeunes, Dieu est mort. Voilà ce qu'il a dit. Et c'est pour ça que nous avons tous ces événements, cette flambée d'anarchie, cette folie, où on veut croire à tout et aux rêves et à toutes les utopies. Dieu est mort. C'est Pompidou qui l'avait dit à l'Assemblée nationale dans un discours magnifique que je vous invite à lire. L'Occident s'acharne à se déconstruire, à détruire ses valeurs fondatrices, celles qu'il avait portées au pinacle. Évidemment, nationalisme, christianisme, militarisme, famille traditionnelle, travail, tout ça s'est brûlé en place publique. Et alors dans tout ça, il y a un espèce de mouvement qui est assez symbolique, si vous voulez, c'est le mouvement hippie, j'en parle souvent, parce qu'on est tous devenus un petit peu des hippies finalement. Alors les hippies, bon vous le savez, hein, c'est un mouvement très réduit, il y avait très peu de jeunes qui devenaient hippies, mais sans rien dire, ils ne faisaient pas de politique, ils ne parlaient pas, mais rien que leur façon dont ils vivaient, ça nous montre un petit peu ce que c'est que cette contre-culture, c'est l'extrême de cette contre-culture. C'est-à-dire que les hippies, par exemple, ils s'habillaient avec le bonnet péruvien, le boubou africain, les babouches arabes, etc., tout sauf occidental. Ils aimaient la spiritualité, mais alors c'était le chamanisme, le bouddhisme, l'hindouisme, et même l'islam. Vous savez que Cat Stevens, le grand chanteur, est converti à l'islam et a même participé à des réunions d'Al-Qaïda, pour vous dire. Et c'était l'un des... Bah oui, mais véridique. Et c'était l'un des prêtres, l'un des grands prêtres de la contre-culture et du monde culturel de cette époque-là. Donc, accoutrement, musique, etc., on déconstruit tout. Et alors, peu de jeunes devenaient hippies, si vous voulez. Mais alors, avec la musique, le street art, tout ce qu'il y avait autour, bon, ben, les gens, si vous voulez, il y avait un courant de sympathie. Et alors, petit à petit, on est devenu finalement un petit peu tous hippies. C'est-à-dire que, voilà, on vit surtout pour notre jouissance, nos plaisirs. On fait passer avant, je dirais, nos envies plutôt que nos devoirs. Voilà, le mouvement de la contre-culture, c'est aussi, et vous le voyez, à travers l'immigration, l'exaltation du nomadisme. C'était, par exemple, Jacques Kerouac sur la route, etc., l'homme nomade. Et puis, ben, vous voyez aujourd'hui, Jacques Attali qui vous dit, mais les nations, c'est pas des nations, c'est des hôtels.
On se balade, quoi. On est là, vous voyez, alors Paris c'est beau, oh j'en ai marre finalement, je vais à Rome ou je vais à New York, enfin vous voyez, c'est comme ça, c'est des hôtels. Et donc tout ça, c'est un état d'esprit qui est là pour nous faire habituer à tout ce qu'on nous a imposé, l'immigration incontrôlée et tout le reste. Donc, voilà, on nous a quand même fait rentrer dans ce monde-là, dans cette nouvelle façon de penser, qui nous a ruinés en termes, je dirais, de valeurs fondatrices. Sur le plan économique, deuxième planète qui s'aligne, les puissances d'argent, qui jadis misaient sur le marché national, le marché intérieur. Elles embauchaient sur place des salariés et elles les payaient pour qu'ils deviennent des consommateurs qui achètent. Monsieur Ford des voitures, il disait, vous savez combien je paye mes salariés? Suffisamment pour qu'ils puissent acheter mes voitures. Et voilà. Et bien, le système était vertueux. Mais aujourd'hui, c'est plus comme ça. L'économie, elle n'est plus fondée sur la production et ce système, je dirais, où le producteur et le consommateur s'accompagnent et se créent et s'enrichissent l'un l'autre. Les échanges internationaux se multiplient à partir des années 50. Les usines délocalisent, et en particulier après l'éclatement du bloc de l'Est. Les échanges internationaux représentaient 20% du PIB mondial en 1956. Aujourd'hui, c'est 37%. Donc ça a presque doublé. Et cette part de PIB mondial est captée à 80% par les multinationales. Donc en fait, elles tiennent directement 20% de l'économie mondiale à travers ce nouveau système d'ouverture et de libre-échangisme absolu qu'on a mis en place dès le début des années 90. Et donc, en maintenant le libre-échangisme absolu, elles maintiennent leur puissance. Mais vous savez, c'est cette histoire du... Alors on vous dit, oui, ben c'est le commerce international, la paix, on lit les intérêts de tout le monde, ça va nous amener à la paix. Alors c'est pas une idée nouvelle. Monseigneur de Boisgelin avait parlé de paix universelle par le commerce, au XVIIIe siècle. Et puis, en 1900, il y avait des beaux esprits qui voyaient qu'il commençait à y avoir des tensions entre l'Angleterre et l'Allemagne, parce que l'Allemagne commençait à supplanter l'Angleterre en termes industriels, les Anglais n'étaient pas très contents. Mais alors, les mêmes beaux esprits nous disaient, mais non, ils ne vont pas se faire la guerre, vous voyez, il y a trop d'échanges, ils sont trop liés, etc. Bon, ben finalement, la guerre, elle a lieu. Tout ça, c'est du pipeau, tout simplement. C'est, encore une fois, de l'utopie, de croire que le commerce nous évite la guerre à tout moment. Ce n'est pas vrai, et l'histoire le démontre, et malheureusement, même les événements actuels le démontrent. Voilà, donc, en 1990, la doctrine mondialiste devient celle des élites. Et elle s'exprime ouvertement et elle se diffuse dans les foyers avec le livre de Fukuyama, La fin de l'histoire et le dernier homme, qui dévoile ouvertement les projets réels de la superclasse mondiale et du département d'État américain. Il faut garantir la paix en diluant la prospérité occidentale à travers le monde. C'est-à-dire que pour M. Fukuyama, tous les peuples de la Terre rêvent d'être occidentaux, ils ont envie d'être comme nous, d'avoir des jeans, du rock'n'roll, des films hollywoodiens, des voitures. C'est ça leur rêve. Ils pensent qu'à ça. Vous voyez, eh bien on va leur donner, on va se partager les trucs, alors on va délocaliser les usines, les usines ça pollue, alors la pollution on va leur mettre à eux, vous voyez, c'est même raciste quelque part dans le truc quand vous réfléchissez, vous voyez. Et puis bon, vous voyez, moi à l'époque j'étais à Sciences Po, je disais mais ça tient pas debout, on va nous enlever ce qui fait notre richesse. Ah oui, on me disait, mais oui, mais eux, ils vont vendre, je dirais, des brosses à cheveux, des trucs en plastoc et tout. Et nous, avec ce qu'ils ont gagné, on va leur vendre des ordinateurs. Mais aujourd'hui, ils nous vendent des brosses à cheveux et puis ils nous vendent aussi des ordinateurs. En fait, ils nous vendent tout et nous, on ne fait plus rien. Voilà le résultat 30 ans après. Voilà. Ça, c'est le résultat de la fameuse doctrine utopiste. Il faut... Ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout et ça nous a causé beaucoup de tort. Dès 90, le post-Occident mondialiste prétend se répondre au monde entier. Mais le mondialisme, l'Occident se trompe. Le mondialisme, c'est juste un avatar de l'histoire d'un Occident qui est fatigué de sa longue histoire, qui est fatigué de dominer, qui est fatigué des guerres. Et il croit que tout le monde est comme nous, qu'on ne rêve plus que de paix, de tranquillité, d'harmonie, de commerce. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les pays émergents, un certain nombre, sont de vieilles puissances qui ont été humiliées par l'Occident. L'Occident, la seule civilisation à avoir planté son drapeau partout, eh bien, il y a un goût de revanche. Elles ont un esprit de revanche qui est là. Il faut en tenir compte. Je ne veux pas dire qu'il faut leur faire la guerre, les bombarder, etc. Mais il faut tenir compte de cette situation avec réalisme et pragmatisme. Or, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. On croit que tout le monde va se fondre dans les intérêts économiques. L'erreur qui nous conduit dans l'impasse, elle est là. Elle est de croire que les autres pensent comme nous, ont les mêmes aspirations que nous et les mêmes intérêts que nous. Mais ce n'est pas vrai.
Vous le voyez. À quoi vous le voyez? Nous, en Occident, nous avons des opinions publiques qui sont là. Nous avons des opinions publiques qui se tournent de plus en plus vers l'État pour assouvir leurs besoins. Et les États se sont dotés en Occident pour répondre aux besoins de la population d'États-providence, qui sont érigés par le keynésianisme comme une doxa économique infaillible. C'est-à-dire, on nous dit, interventionnisme de l'État, endettement, c'est ça qui maintient notre prospérité. C'est ce qu'on nous dit. Mais côté des pays émergents, ben, ils ne font pas comme ça du tout. Côté pays émergents, Chine, Russie, Indonésie, on engrange les devises liées aux exportations, et au lieu de les répartir et de les distribuer comme ça pour la simple consommation, eh bien, une partie est investie dans de nouvelles filières, et c'est ce qui a permis à ces pays de monter en gamme et aujourd'hui d'être des concurrents redoutables. Pourquoi elles ont pu agir comme ça? Mais tout simplement parce que la question de l'opinion publique et de l'égotisme narcissique des populations ne se pose pas dans les mêmes termes dans ces pays. Donc leurs intérêts ne sont pas les mêmes, leur situation n'est pas la même. Ils ne sont pas comme nous, il y a une divergence d'intérêts. C'est nous qui croyons que les intérêts nous rapprochent, mais ce n'est pas vrai. Le hiatus, il est là. Le hiatus, il est là. Pour finir, vous le savez là aussi, au niveau institutionnel, troisième planète à s'aligner, de la planète politique institutionnelle, on cherche à organiser une forme de gouvernance mondiale en multipliant les instances internationales et en développant le droit international. Un droit international de plus en plus lourd et contraignant. Mais tout ceci concerne surtout l'Occident, encore une fois, et surtout l'UE. L'UE qui devait nous amener à la taille critique pour rivaliser avec les empires, la Chine, les États-Unis, l'Inde, la Russie, etc. Ben finalement, 30 ans après, avec l'UE, ben qu'est-ce qu'on voit? On se fait piétiner par la Turquie et on est obligé d'aller se coucher avec la queue basse. Voilà. L'UE n'unit pas les nations. Moi, je serais pour une Europe, non pas unie, mais collaboratrice, avec une collaboration entre les pays européens. Et d'ailleurs, avant l'Union européenne, rappelez-vous, là encore, les plus anciens, c'est là que nous avions les projets qui marchaient, les projets de coopération, les paquebots France, les Concorde, les fusées Ariane, les Airbus, c'est là. Depuis qu'il y a l'Union européenne, plus rien, zéro. C'est le désert. C'est le désert, il n'y a plus que des taxes. C'est ça. On a des taxes et des directives, et des contraintes réglementaires. C'est extraordinaire, hein. Voilà, l'UE, en fait, elle n'unit pas les peuples européens, elle les ligote. Elle les ligote et elle les empêche de travailler, de faire quoi que ce soit. Tout est interdit, c'est que des directives, des normes. Vous savez, un jour, je regardais la télé, c'était il y a longtemps, hein. Et alors, c'était Euronews. Et puis, je vous voyais le Parlement européen et tout le monde applaudissait une députée danoise écologiste. Alors, elle se levait, c'était l'enthousiasme. Elle venait de faire interdire, je ne sais plus quel truc, les bombes à gaz, les trucs, vous voyez, oui, les aérosols, je ne sais plus, un truc comme ça. Alors, vous allez me dire, le tableau est bien sombre. Je confirme ma réputation dans certains commentaires. Je suis un maniaco-dépressif. Je suis un peine à jouir. Et probablement, ma femme s'est barrée. C'est ce que j'ai lu, hein, et puis c'est ce qu'on m'a sorti. Hein, mais non, elle est toujours là. Voilà. Tableau bien sombre. L'Occident est faible. Il a pourtant triomphé du bloc de l'Est dans les années 90, fin des années 80. Il a fait écrouler le bloc de l'Est qu'on voyait triompher. Oui, c'est vrai. C'est vrai. La seule chose dont on peut se targuer, on a fait écrouler le bloc de l'Est. Mais pourquoi on l'a fait écrouler? Parce que grâce à des Reagan, grâce à des Thatcher, grâce à Jean-Paul II, eh bien, il y a eu un retour temporaire à de vraies valeurs fondatrices. La valeur travail, l'entrepreneuriat, l'initiative, l'investissement, les vraies valeurs occidentales sont revenues au grand jour pendant quelques années à l'initiative dans le sillage de ces personnalités. Voilà. Et c'est ces gens-là qui ont vaincu une Union soviétique, ont sapé ses bases, alors que depuis les années précédentes, vous savez, j'ai appelé mon livre « La chute finale ». C'est un clin d'œil à Emmanuel Todd, qui en 1976 avait écrit « La chute finale » en anticipant l'effondrement du bloc soviétique. Et là encore, tout le monde se fichait de lui, parce qu'en 1976, à Sciences Po, par exemple, on apprenait qu'est-ce qu'allait devenir la planification marxiste, comment l'appliquer à nos économies. On pensait que l'URSS allait gagner, qu'elle allait s'imposer partout. Et lui avait dit non, ça va s'effondrer. Voilà. Et elle s'est effondrée effectivement, mais il y avait évidemment été gangrénée de l'intérieur, mais je dirais les politiques des Reagan et des Thatcher ont fait beaucoup de bien. Mais une fois la victoire acquise, c'est un peu comme Churchill, vous voyez, les peuples sont ingrats. Ils ont un droit à l'ingratitude. Fini les cow-boys, les dames de fer, les héros, les militaristes, etc. On revient
à nos bons vieux sociodémocrates, les Clinton, les Blair, les Jospin, on remet tous ces gens-là. Et bien, comme par hasard, à partir de là, ça s'effiloche, ça part en brioche, et notre domination, c'est à ce moment-là qu'elle commence à s'étioler sérieusement. L'Occident d'aujourd'hui est en très grand danger, je le dis dans le livre, la situation géopolitique, économique et militaire est gravissime. Sa gouvernance, déjà, ne peut pas s'assurer au service de ses intérêts, parce que l'Occident est écartelé entre les puissances d'argent mondialisées qui leur imposent leur feuille de route, sous la menace des marchés financiers. Les institutions nationales que les mêmes puissances d'argent finalement corrompent. On voit bien avec la CEDH, on l'a vu, Soros, etc. Bon, les ONG, tout ça. Et c'est écartelé entre également des opinions publiques qui finalement veulent continuer à jouir sans entrave, veulent des aides sociales, veulent arriver à vivre en dépit de la perte de substance et de la perte d'emploi. On a décroché, si vous voulez, dans nos esprits, la valeur travail, du revenu et du profit tiré. On pense que l'argent vient de plein de choses, mais pas forcément du travail et de la production. Donc on continue comme ça. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé. L'Occident donc est surendetté, il s'est surendetté pour financer, je dirais, ses États-providence. C'est véritablement le financement des États-providence qui crée le surendettement de l'Occident. Prenez la France. Budget de la France, enfin dépenses publiques en France, 1300 milliards d'euros. Sur 1300 milliards d'euros, budget de l'État, 450 milliards. Revenus de transfert, 750 milliards. Bon. Et c'est pour pallier à ces revenus de transfert qu'on est obligé de s'endetter tous les ans. Quand on vous dit on s'endette, alors on pourrait s'endetter pour des infrastructures, des choses d'avenir. Et là, ce serait bien. Mais non, la part des investissements dans le budget de l'État ne cesse de se réduire. En fait, on s'endette pour payer notre train de vie. Pour payer un train de vie qui ne correspond plus à la réalité de ce qu'on produit. Et c'est ça qui nous entraîne dans notre chute. Nous n'avons plus la main sur les affaires internationales. On l'a vu, la France-Afrique, c'est fini, etc. Et donc l'Occident est paralysé dans ses capacités de sanction. L'Occident, en réalité, est aveuglé par le mondialisme et par ses élites. Et on croit toujours, envers et contre tout, que les échanges commerciaux vont apaiser les tensions. Et on pense que l'Occident doit partager la richesse avec les autres, et ça va créer la fraternité universelle, l'amitié entre les peuples, etc. L'Arabie Saoudite, le Qatar, etc. Tout ça, c'est nos grands amis. Voilà, quelques petits échanges commerciaux, et ça va bien. Pour information, la France, vers tous les ans, mais tenez-vous bien, hein, je ne sais pas si vous êtes bien assis, hein, parce que tous les ans, la France verse 160 millions d'euros pour l'aide au développement d'un pays. Vous savez lequel? La Chine. Ben, vous l'avez dit. Ça tombait par terre. C'est incroyable. Mais je pense que les Chinois, mais ils doivent être morts de rire. C'est MDR, comme vous dites, les jeunes. Hein. C'est incroyable. Hein. Alors, dans la logique de Fukuyama, il faut partager la prospérité au reste du monde. Donc il faut qu'on soit moins prospère. Bien. Et l'Occident s'attribue tous les maux de la planète, vous l'avez vu, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors parmi eux, il y a un mal terrible, c'est le réchauffement climatique. Ça chauffe, et d'ailleurs vous voyez, hein, maintenant sur les cartes météo, 25 degrés, c'est rouge, on se consume. Vous voyez, on brûle. Ah, c'est comme ça. Voilà. Mais il y a quand même quelque chose de curieux dans tout ça, parce qu'il paraît que c'est grave le réchauffement climatique, il faut arrêter ça, blabla, la pollution, etc. Bon, alors, quel est le pays qui émet le plus de gaz à effet de serre? C'est la Chine. 30% des gaz à effet de serre. La France est le deuxième pays le plus propre du monde. On ne pèse même pas 1% des gaz à effet de serre du monde. C'est moins que notre proportion. Enfin, on est parmi les plus propres du monde. Mais il paraît que c'est nous, avec les mails, ça pollue. Voilà. Les jets privés, non. Ça crée des emplois. Elle a dit, Madame Pannier-Runacher, elle a dit, les mails, il ne faut plus envoyer des pièces jointes. Les jets privés, ça crée des emplois. Mais alors, la journaliste en face, elle n'a pas été capable de lui dire, mais ça crée des emplois, mais où? Peut-être en Chine, hein, parce qu'il me semble qu'ici, depuis qu'il y a des jets, on n'en voit pas tellement des emplois. Hein. Bon, alors, moi je vais vous dire, toute cette histoire, moi je ne suis pas un spécialiste du climat. Par contre, je peux vous dire quelque chose. Il y a eu un sommet climat organisé par M. Joe Robinet-Biden en mars 2021, en visioconférence, parce qu'il y avait le Covid. Donc il fallait éviter qu'il y en ait un seul de ces messieurs qui tombe malade, l'humanité tout entière se serait enrhumée. Donc il y avait M. Poutine, il y avait M. Xi, Macron, Draghi, enfin il y avait toute l'élite, si vous voulez, et c'était un sommet qui avait pour but de fixer des objectifs, des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
pour tous les pays. Alors, les États-Unis se sont engagés à réduire d'ici 2030, donc vous voyez, dans 7 ans, hein, c'est demain, 45% de réduction. C'est ce qu'a promis M. Biden. L'Union européenne, eux, ils ont dit 55%, parce qu'évidemment, nous, on est toujours les champions, surtout dans ce qu'il ne faut pas. Et puis, donc le Canada, c'est 40%, enfin bon, bref. Puis est venu le tour de M. Xi, la Chine. Alors, devinez à quoi il s'est engagé, lui. Vous savez le chiffre auquel il s'est engagé? Ben, il fait même pas semblant. Il a dit, moi, je ne m'engage à rien. Je vais faire de mon mieux. Il n'a donné aucun chiffre. Et ça, vous avez le compte-rendu, je l'ai, malheureusement, je ne l'ai pas amené avec moi, mais ceux qui me le demandent, je vous l'envoie par mail. J'ai le compte-rendu complet de la réunion. Monsieur Xi a dit qu'il allait faire de son mieux. Aucun dirigeant ne lui a dit, mais dites-en nous plus, enfin, faites quelque chose. Vous voyez, personne. Je vous dis, la grande différence depuis quelques années, l'affaiblissement de l'Occident, et ça fait des années qu'il dure, mais là, il y a une nouveauté, ils ne se cachent même plus. C'est-à-dire, ils se foutent de nous ouvertement et ils ne s'en cachent plus. Et finalement, je vais vous dire, de leur point de vue, ils ont raison. Moi, je trouve qu'ils ont raison. Vous voyez, je leur donne raison. C'est pas eux c'est pas eux le problème, c'est nous. Je le dis et je le maintiens, le problème, c'est nous. Alors, qu'est-ce que ça va faire, ces réductions de gaz à effet de serre? Ben, ça va faire tout simplement que nos usines vont devoir quitter un certain nombre d'usines. Déjà, il n'y en a plus beaucoup. Elles vont encore s'en aller. Elles vont aller où? Ben, chez M. Xi, qui lui s'est engagé à rien. Ben oui, et compagnie, il attend pour récupérer. Et les élevages bovins, parce que les élevages bovins sont très polluants, il paraît, au niveau des gaz à effet de serre. C'est ce qu'on nous raconte. Donc, terminer les vaches seront non plus des vaches espagnoles, mais des vaches chinoises. Ce qui fait que, voilà, en plus, non seulement elles vont polluer, mais en plus, je pense qu'au niveau des hormones, on ne va pas y gagner. Hein. Vous voyez ce que je veux vous dire. Hein. Voilà. L'Occident est dépendant aujourd'hui des approvisionnements énergétiques et manufacturés en quasi-totalité de façon cruelle. On ne produit plus rien, c'est les autres qui nous livrent. Et on est dépendant, à l'heure même, comme je vous l'ai dit, que nos monnaies sont en piteux état. Nos monnaies ne valent plus rien. Et alors, vous voyez, il y a cette espèce d'anti-américanisme un peu, bon, que je peux comprendre si vous voulez, mais il faut regarder quand même les choses objectivement. On nous dit, ah oui, mais dans cette affaire, les Américains, ils gagnent parce que le dollar prend sur l'euro. Ben oui, il prend sur l'euro, mais sur personne d'autre. Le dollar, en fait, si vous voulez, le dollar et les États-Unis sont naufragés comme nous, mais alors ils ont trouvé un radeau, c'est nous. C'est l'Union européenne, c'est les Européens. Mais en réalité, eux aussi, ça ne va pas. Et donc, ce sont nos monnaies, dollars et euros, qui se dévalorisent. Mais alors, on va se fournir comment? Voilà. Alors que toute notre prospérité, on la base sur la consommation maintenant. Plus sur la production. Regardez, monsieur le maire. Ah, il y a une baisse de la consommation. Ouh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, ben, on n'a qu'à faire de la dette et puis on donne de l'argent aux gens et puis on reconsomme. Vous voyez, c'est si simple. J'y avais pas pensé, moi, vous voyez, mais ils sont plus forts que moi. Alors, la question est la suivante. Aujourd'hui, l'Occident vit depuis des années sur des expédients à tous les niveaux. L'Occident n'est plus productif, l'Occident n'a plus ses valeurs, l'Occident ne veut même plus s'imposer et même plus se défendre. Et il est dans une situation aujourd'hui pratiquement, je ne vais pas dire une impasse parce que je pense quand même qu'on va s'en sortir, on va y venir. Dans ce livre, j'ai échafaudé toute une série de scénarios. Comment ça peut tourner, qu'est-ce qui peut se passer, les scénarios plus ou moins. Puis j'ai quand même émis l'idée d'un scénario noir. Ce scénario noir, je le vois comment? Quelle petite lettre? Le krach financier arrive. Il arrive. C'est pas moi qui le dis. Enfin, moi je le dis aussi. Mais Nouriel Roubini, qui est un grand financier de Wall Street, qui avait prédit la crise des subprimes en 2007, quelques mois avant, Ariel Roubini a dit « Nous allons vers un krach financier ». C'est sûr. On vous le cache aujourd'hui, tout simplement parce que les puissances d'argent n'ont pas intérêt. Ils ont intérêt à ce que vous gardez votre épargne sur tous leurs produits trafiqués, voilà. Mais la réalité, c'est que le problème est là. Pourquoi le krach arrive et il ne manquera pas d'arriver? Tout simplement parce que les marchés financiers, les bourses, vous avez bien observé, ne se sont pas effondrés avec l'effondrement économique, avec le Covid et tout ça. Mais tout simplement parce que là encore, ce que les médias ne vous ont jamais dit, c'est que en même temps que on prêtait aux États à taux négatifs, mais la BCE a prêté aux banques à taux encore plus négatif, moins 0,5%, et encore plus d'argent. Alors officiellement, c'était pour que les PME aient du crédit, et puis qu'on continue à vivre avec le crédit des PME. En fait, une grande partie de l'argent est partie dans les marchés financiers. Donc c'est du faux argent encore qu'on a mis dans les bourses. Et donc les bourses se maintiennent et même montent, alors que l'économie est à plat.
Donc il y a un décrochage complet, là encore, utopie, illusion, on est complètement dans le déni de réalité. Aujourd'hui, le quantitative easing s'est arrêté depuis juillet, Madame Lagarde. Pourquoi? Parce que l'inflation maintenant est là et qu'on ne peut pas continuer parce que finalement, nos monnaies, ça va devenir rien du tout, c'est déjà plus grand-chose, mais voilà. Donc, le krach financier va arriver, trop de dettes, trop de fausses monnaies, tout ça, ça crée des prix factices, des valeurs factices, et tout ça ne va pas tarder à s'effondrer, encore une fois, c'est des grands financiers qui l'anticipent. Que se passera-t-il à ce moment-là? Une fois qu'il y aura le krach, que les banques n'auront plus d'argent, qu'on va se retrouver dans la panade complète, comme en 2007, mais pire, parce que la crise sera plus aiguë, et encore une fois, il y a la relève qui est là. En 2007, la Chine, l'Arabie Saoudite avaient aidé les Occidentaux. Alors on avait abandonné le cadre du G7 pour aller vers le G20, c'est-à-dire la gouvernance mondiale partagée avec l'Arabie Saoudite, la Chine, etc., tout un certain nombre de pays. On avait fait des concessions. Bon. Mais, si vous voulez, à l'époque, même si l'Occident était déjà affaibli, il restait indispensable à la Chine et autres, parce que c'était le principal marché de consommateurs pour distribuer leurs produits. En 15 ans, le marché de consommateurs chinois s'est beaucoup développé, parce que la Chine s'est beaucoup enrichie. Et donc, la Chine est moins dépendante de l'Occident pour arriver à vendre sa camelote. Excusez-moi. Elle est moins dépendante que nous. On est moins utile. Alors, moi, je suis persuadé qu'ils vont quand même faire quelque chose pour nous renflouer, qu'ils vont nous aider. Mais le problème, c'est pas ce qu'ils vont nous donner, c'est ce qu'ils vont exiger en retour. Ils vont exiger en retour que nous soyons leur colonie. Ils vont tout nous racheter à vil prix. Les ports, les aéroports, les entreprises, les brevets, les places au sein de l'ONU, au sein de toutes les institutions internationales. Ils vont nous mettre en soumission. Tout simplement parce que eux, encore une fois, ne sont pas niais comme nos dirigeants, ou niais, ou corrompus, ou j'en sais rien. Ils sont peut-être corrompus, mais en tout cas, ça reste au service de leur pays. C'est ça l'essentiel. Voilà. Donc, je pense que nous allons avoir un grave problème. Nous allons passer sous contrôle des puissances émergentes, au moins en termes économiques. Et puis, je vois un deuxième problème très grave, c'est que comme, suite au krach financier, nos monnaies vont être encore plus dévalorisées, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ben écoutez, on va continuer à vous fournir, hein, vous êtes des bons clients, hein, vous nous achetez tout. Donc, par contre, votre monnaie, hein, c'est nous payer avec autre chose, quoi. Vous voyez, prenez notre monnaie à nous, par exemple. Alors, prenez de l'or, ou prenez ce que vous voulez. Il faut savoir que la Chine et la Russie ont acheté de l'or massivement depuis des années, parce qu'ils voient bien ce qui se passe. Eux, ils essayent de se débarrasser de leur dollar et de prendre de l'or à la place, parce qu'ils savent que le dollar, excusez-moi, là aussi, je ne vais pas écorcher vos oreilles, c'est du papier toilette. Voilà, c'est devenu du n'importe quoi. Et donc, que va-t-il se passer? Nous allons avoir des pénuries. Nous n'allons pas être capables de les payer pour nous fournir pour la base. Ça, c'est le scénario noir que j'échafaude. Et peut-être que derrière ça, c'est l'un des cas qui pourrait nous amener à une nouvelle guerre mondiale. Alors, je ne le souhaite pas. J'espère évidemment que nos dirigeants vont nous éviter ça. Il y a la menace nucléaire qui est terrible. Mais ça rentre aujourd'hui dans l'ordre des choses. Et rappelez-vous, il y a 10 ans, personne ne pouvait penser qu'il y aurait une guerre nucléaire. Bon, ben aujourd'hui, on commence à s'inquiéter. On commence à s'inquiéter. Et quand les choses vont devenir bien pires, vont devenir plus aiguës, parce qu'encore une fois, inflation et pénurie, pour le moment, c'est le début. C'est le début. Le pire est à venir à ce niveau. Donc vous allez me dire, ce scénario noir confirme bien, encore une fois, ma réputation. Je suis dépressif, ou je suis pessimiste, ou je vois la vie en noir. Eh bien, je vais finir sur une note positive, qui sera relayée par un nouveau livre que je sortirai dans le courant de l'année prochaine, qui s'appelle Le réveil du phénix. Moi, je vous le dis, c'est pas l'Occident qui va s'effondrer. C'est le post-Occident dont a parlé M. Orban dans un discours fabuleux qu'il a prononcé au mois de juillet. Je vous invite à le lire ou à l'écouter. C'est le post-Occident. En réalité, l'Occident n'aurait jamais dû perdre sa première place. Si l'Occident est en panne, si l'Occident descend, c'est lui qui l'a voulu, qu'il a suivi ses élites mondialistes qui jouent contre nos peuples. C'est l'Occident qui s'est lui-même torpillé. Si l'Occident ne s'était pas torpillé, si l'Occident et les multinationales n'avaient pas investi massivement en Chine, jamais la Chine n'aurait décollé. Jamais. Ils étaient incapables de se relever du maoïsme et compagnie. C'est nous qui les avons relevés. Alors, je veux bien qu'on aide un pays à s'en sortir, s'il veut bien, mais au point qu'on lui cède tout, qu'on lui donne tout, et je ne vais pas rentrer dans les détails, vous les avez dans le livre. Moi, c'est inconcevable. Nos élites ont joué contre nous, ils ont plongé l'Occident dans le marasme, et ils renient les valeurs de l'Occident vainqueur. Donc, je vous le dis,
l'effondrement qu'on va avoir là, les gros problèmes, ils existent, ils sont là. Mais l'Occident, c'est la civilisation d'exception. Et c'est le post-Occident qui va s'écrouler. Les populistes montent partout. Je sais qu'on a tous un peu le moral en berne et compagnie. Mais la tendance lourde, il faut regarder sur le long terme. Vous savez, la mondialisation, je parle surtout pour les jeunes. La mondialisation, on l'a vu se mettre en place depuis 50 ans. Et on la voit, ça ne va pas si vite que ça. Ça va petit à petit, d'année en année, d'année en année. Ben, la démondialisation, elle a commencé. Elle a déjà commencé dans les têtes. Quand vous parlez aux gens, beaucoup de gens aujourd'hui ne croient plus les médias. Beaucoup de gens vont bien qu'on leur mente. Beaucoup de gens voient bien que ça ne tourne pas comme on nous explique, que le mondialisme, c'est pas ça qui nous amène à la prospérité. Au contraire, ça nous ruine, ça nous amène au fond du gouffre. Et vous parlez avec votre coiffeur, avec votre taxi, avec votre femme de ménage, tout le monde vous dit les mêmes choses. Voilà. Vous savez, le quantitative easing, M. Draghi l'a mis en place en 2013 pour sauver les États en difficulté, Italie, France, etc. Puis il était prévu que ça devait s'arrêter au bout de 2 ans. Le temps qu'il se restructure, et puis après on devait arrêter. Et ça ne s'est pas arrêté. Vous savez pourquoi ça ne s'est pas arrêté? Ça, c'est mon opinion. Hein. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans le même temps, il y a les partis populistes qui montaient partout. Et ils ont eu peur que s'ils arrêtaient le quantitative easing, il y allait avoir l'austérité, l'effondrement économique, et que les populistes allaient gagner partout. Et donc, on a maintenu ce système envers et contre tout pour des raisons politiques, parce qu'ils voient bien que ça ne va pas. J'ai fait une émission chez André Berkoff il y a quelques mois sur le forum de Davos. Le forum de Davos est dans l'angoisse. Il est dans l'angoisse et le contenu des conférences le prouve. Revoyez mon émission chez Berkoff, là j'ai plus le temps, on ne va pas rester 2 heures parce que vous êtes sans doute fatigué, vous êtes saoulé de m'entendre, mais la réalité elle est là. Le forum de Davos est angoissé, il y a une conférence qui s'appelle la crise de confiance dans les dirigeants et comment faire pour retrouver la confiance et reprendre le dessus. C'est ce qu'ils disent sur les peuples. C'est marqué textuellement. Donc on voit bien qu'ils ont peur. En réalité c'est le post-Occident qui va s'effondrer, on va souffrir, c'est sûr. Mais c'est ce qu'il faut, malheureusement, pour qu'on se relève et qu'on retrouve nos vraies valeurs et qu'on redevienne ce phénix que nous sommes depuis des milliers d'années, des siècles en tout cas. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment, cher Olivier, pour cette magistrale conférence. Nous avons bien sûr eu des craintes et nous avons toujours sur ce qui nous attend, mais la fin nous donne un espoir. Oui. Et donc il faut essayer. Et j'espère que Civitas d'ailleurs fera partie de ce mouvement de renaissance et de bien sûr. retour. Nous allons, cela a été un petit peu long, mais on va peut-être autoriser peut-être 1 ou 2 questions, pas plus. S'il y a 1 ou 2 questions ou remarques brèves pour l'orateur. On va demander. Pour les questions. Nous avons eu 2 mains qui se sont levées. Oui, j'aurais voulu savoir si vous êtes invité sur les chaînes d'infos. J'ai été invité sur CNews et je vais l'être très prochainement, d'après ce qu'on m'a dit, puisqu'il y a une programmatrice qui m'a demandé mon livre et je ne sais pas si je vais être invité chez Boc-Côté ou chez Rioufol. Je suis souvent invité le soir tard à 10h à Soir Info Week-end. Je pensais à Yvan Rioufol, il vous recevrait bien parce qu'il traite de ces sujets-là. Oui, mais il paraît que oui. Bon, ben, oui, alors Sud Radio, je passais chez Berkoff, Philippe David, Éric Morillo quand il y était, oui. Oui, mais enfin c'est toujours les mêmes médias, si vous voulez. C'est-à-dire que Sud Radio, c'est le groupe fiducial, donc c'est un groupe français. Donc, oui, mais ça touche quand même un auditoire assez nombreux. Hein. Ah bah écoutez, chez Berkoff, je fais 1 million de vues. Hein, oui. Vous voyez, je peux vous dire que Berkoff, il est suivi, hein, croyez-moi. Hein. Vous ne parlez pas du rôle de la franc-maçonnerie Non, j'en parle pas, non. D'accord. Mais bon, qu'est-ce que j'ai comme preuve de l'action de la franc-maçonnerie? On voit bien qu'à travers toute la diffusion du mondialisme, il y a une correspondance entre le mondialisme et les idéaux de la franc-maçonnerie. On le voit bien. Maintenant, je ne suis pas là pour savoir qui est franc-maçon, qui est franc-maçon, à mon avis, il doit y en avoir pas mal. Et tiens, je vais vous dire un petit truc, ça va vous amuser. Vous savez, lorsque Macron a été, pour vous dire un peu la différence du traitement médiatique des événements, quand Macron a été élu en 2017, il y avait sur les plateaux de la RAI, la chaîne publique italienne, donc on le voyait arriver avec la pyramide du Louvre, et il y avait mon ancien professeur de Sciences Po, qui est spécialiste de l'Italie, Marc Lazare, qui était présent sur le plateau de la RAI. Et il y a des journalistes qui ont posé immédiatement la question. Mais monsieur Lazare, votre président, il n'est pas franc-maçon? Donc il y a des sujets, si vous voulez, qu'on évoque ouvertement en Italie, dans les médias, et les médias sont très différents de ce que nous avons là. Ça explique probablement pourquoi, chez eux, ça gagne.
Et chez nous, ça perd toujours. Vous voyez, il y a quand même un peu de ça. Vous voyez. Et la franc-maçonnerie, oui, je suis persuadé qu'elle a un rôle. Maintenant, bon. Je peux poser une question. Je peux poser une question délicate, très très courte. Bien sûr. Question délicate, très très courte, mais peut-être trop délicate. Mais c'est international d'ailleurs. Quand on voit la scène où il y a un président du CRIF qui lève la main de notre président, qu'est-ce que ça vous dit? Ah bah, Alors écoutez, vous n'êtes pas obligé de répondre à la question parce que je ne vais pas vous créer tant de problèmes. non, mais ça ne m'étonne pas. Enfin, vous savez, no comment, on va dire. Il n'y a pas de souci. J'entends bien. Vous voyez bien. Hein. Mais enfin, ceci dit, je vais quand même vous dire, monsieur, je vais quand même vous dire quelque chose. Hein. Oui. Parce que, bon, on peut parler du lobby juif, etc. Monsieur Barre en avait parlé en son temps, hein, vous vous rappelez. Hein. Bon. Mais enfin, malheureusement, dans le mondialisme, il n'y a pas que des juifs. Vous savez, il y a des bons catholiques, hein, monsieur Monti, monsieur Draghi, je pourrais vous en citer plein. Il y a des protestants, monsieur Rockefeller, etc. Il y a peut-être une surreprésentation de ce fameux lobby, mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Loin de là. Je passe. Enfin, je vous le dis. Hein. Il y a une dernière question. Et après, nous arrêtons. Merci. Alors, selon vous, selon votre scénario noir, celui que vous avez développé à la fin de la conférence, si jamais ce scénario noir venait à se développer, ça serait à quelle échéance? C'est toujours selon vous? Ah, bah écoutez, moi je vous dis très clairement. Mois, hein, quelques années? Ah non, moi je pense quelques mois. Hein. Vous savez, Noël Roubini, s'il parle, c'est que Noël Roubini, c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux, c'est un financier, c'est-à-dire que c'est son argent qu'il investit. C'est le signe noir. Oui, c'est le signe noir. Et il avait prévu la crise des subprimes en 2007. Il avait prévu bien avant, quelques mois avant qu'elle n'arrive, à la différence du journal Les Échos, qui, fin juillet 2007, avait dit « Le méga crack n'aura pas lieu ». C'était le titre à la une. Je n'ai pas amené malheureusement, mais vous le retrouvez dans ma conférence Civitas du mois d'août. Le méga crack n'aura pas lieu. C'est ce que les Échos avaient dit fin juillet 2007. Le méga crack est arrivé en août 2007, 3 semaines après. Bon. Donc, en fait, tout ça, ils sortent ça tout simplement pour vous endormir, que les épargnants gardent l'argent. Comme ça, les grandes banques arrivent à leur fourguer toute leur pourriture dont ils ne veulent plus. Les épargnants sont tranquilles, ils ont lu les Échos, ils peuvent dormir tranquilles, ils ont entendu des rumeurs. Mais les Échos disent que ça va, donc ça va. Ils dorment tranquilles pendant 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, on vient leur saisir leur lit. Vous voyez, voilà, c'est comme ça. Mais vous avez quand même des gens comme ce fameux Roubini, Ray Dalio également, un autre financier de Wall Street, qui alerte sur vraiment des risques imminents d'un crack majeur. Et ce crack ne pourra pas être évité parce qu'on ne pourra plus réinjecter de l'argent. Tout simplement. On est obligé de s'arrêter, autrement, c'est nos monnaies qui s'écroulent. Bien, merci pour cette conférence et ces explications lumineuses. Nous allons bien dîner et auparavant, Mathieu a donné les consignes pratiques. Oui, alors juste avant, 2 dates à retenir. Le 7 janvier, le soir, donc il y aura une conférence d'Alain Scala sur le thème du militantisme. Et le lendemain, ce serait l'hommage à Sainte-Geneviève que nous ferons à côté de l'église Saint-Étienne-du-Mont. Voilà, on vous redonnera les infos prochainement. Là, vous avez les livres de Olivier Pessigny qui peuvent vous dédicacer, et sinon des brochures de l'extension scolaire ou la revue Civitas. Voilà. Et sinon, nous allons donc monter pour dîner, puisque c'est convenu, n'est-ce pas, que nos conférences se terminent par un dîner amical. Bien sûr. Donc vous verrez l'orateur, d'ailleurs, Oui, c'est possible de lui parler et de lui poser quelques questions à ce moment-là. Encore une fois, merci beaucoup. Merci Franck, merci à vous tous. J'étais ravi de m'exprimer devant vous.